Myriam Derkaoui, maire d'Aubervilliers. Alors Emmanuel Macron s'est exprimé hier sur le rapport Borloo sur la politique de la ville. Finalement, vous êtes déçu ou vous dites que l'ambition de ce rapport n'était pas compatible avec la politique d'Emmanuel Macron? Je ne suis pas vraiment déçu parce que depuis plusieurs jours, on nous annonce la couleur. Le premier signe, ça a été l'accueil par le Premier ministre de M. Borloo quand il lui a remis le plan un peu, on va dire un peu à la va-vite. Donc on sentait venir le M. Macron que nous connaissons, c'est-à-dire il va mener une politique de droite et les politiques. Surtout cette droite dure, un peu trop sûre d'elle, un peu, on va dire, en dehors des réalités, eh bien, on l'a déjà connue. Elle n'apporte rien aux villes populaires, elle n'apporte rien aux banlieues. Ça veut dire que pour ces 5 prochaines années, ces 4 prochaines années, puisqu'il reste 4 années de mandat, tous les espoirs sont perdus, Myriam Derkaoui? Non, bien au contraire. Je pense que les choses sont claires. Donc, on ne peut pas, nous, les maires, les élus locaux, les acteurs de terrain, les actrices de terrain, les associations, plus se poser de questions. Maintenant, on a la vérité des prix. Donc, il faut se battre. Il faut se battre, il faut manifester, il faut écrire, il faut interpeller. Il faut lui dire que votre soi-disant méthode, c'est la montagne qui accouche d'une souris. Parce qu'il n'y a rien de concret pour répondre aux besoins des villes populaires et de la banlieue. Il n'y a rien dans les faits. On peut lire et relire ce qu'il a annoncé hier. On se dit, ça va changer quoi au quotidien des habitants? Eh bien, pas grand-chose. Vous allez continuer la mobilisation, vous commencez à en parler. On sait que le rapport Borloo est né d'une fronde aussi des élus locaux. On a appelé l'appel de Grigny. Les élus de droite, de gauche critiquaient la politique du gouvernement sur les quartiers populaires notamment. Vous appelez les élus à continuer de poursuivre cette mobilisation justement? On va poursuivre cette mobilisation. Le maire de Clichy ce matin, qui était au micro de France Bleu de Paris, France Bleu 107.1, avait l'air plutôt enthousiaste pourtant à l'appel de Macron. Il a peut-être des informations que nous n'avons pas. En tout cas, les informations que nous avons, les déclarations du président de la République, sont plutôt inquiétantes parce que l'une des revendications de l'appel de Grigny, c'est l'égalité républicaine. C'est le traitement digne des banlieues qui attendent depuis trop longtemps. Or, aujourd'hui, nous constatons qu'il ne répond à aucun des critères qui sont... vous savez, on donne toujours l'exemple qui est repris maintenant dans les médias. L'école la moins dotée de Paris est bien mieux que l'école la mieux dotée de la Seine-Saint-Denis. Les chiffres sont là. Ils sont là grâce à la politique de la ville. On peut remercier l'État d'avoir mis en place ce genre d'outils. On ne trompe personne. Quand on dit que les enfants, par exemple, de moins de 3 ans, en termes de scolarisation, 12% en Île-de-France, 2% en banlieue et dans nos villes, eh bien, il est où ce qu'on appelle le droit commun dans notre jargon? C'est-à-dire atteindre simplement l'égalité républicaine. Sur la forme, le président de la République a aussi tenu un discours qui a été controversé. Comment vous l'avez trouvé ce discours quand il parle des 2 mâles blancs qui s'échangent un plan? Je trouve d'abord que c'est scandaleux venant d'un président de la République. Il ne peut pas se permettre de parler comme au café du commerce. L'homme de la rue, comme on dit, ne représente que lui-même, il peut dire ce qu'il veut. Un journaliste peut aussi lancer ce genre d'expression, mais là, c'est inadmissible. D'abord, c'est discriminant de genre, parce que les mâles, alors qu'est-ce qu'il aurait dit sinon? C'est 2 femelles noires qu'il aurait fallu, ou 2 femelles maghrébines qu'il aurait fallu écrire. Et cette idée selon laquelle, quand on est en banlieue, ça veut dire qu'il n'y a que des Noirs et des Arabes qui habitent. Nous avons de toutes les couleurs dans nos villes. Il faut qu'ils viennent voir un petit peu ces communes. Et qu'ils ne parleraient pas comme cela. Et puis, je n'aimerais pas être à la place de M. Borloo, parce que je trouve que c'est tellement stigmatisant de lancer cela pour un ancien maire d'une ville populaire comme Valenciennes.
Donc même son parcours, il est mis à mal par cette expression. Enfin, c'est tout à fait indigne. Il a été aussi beaucoup reproché au rapport Borloo d'avoir éludé la question de la sécurité. Emmanuel Macron promet un plan de lutte contre le trafic de drogue d'ici à l'été. Comment on y répond selon vous à cette problématique? Écoutez, il a promis qu'il n'y aurait aucun SDF. Il a promis qu'il n'y aurait aucun SDF, aucune personne ne dormirait avant la fin de l'année 2017. Avant la fin 2017. Donc moi je l'invite à venir, d'ailleurs avec la maire de Paris, le maire du 19e, nous avons invité les médias il y a quelques semaines, à venir voir le camp de migrants où les gens s'entassent sous des tentes, et bientôt avec les fortes chaleurs, ça va être vraiment de l'indignité, une honte pour la République. Je l'invite à venir voir, ils étaient 300, ils sont plus d'1 millier aujourd'hui, sous les Darses, sous le Périph', etc., porte de la Villette, porte d'Aubervilliers. Donc quand il annonce quelque chose comme, il dit je vais assurer la sécurité, etc. Nous, ce qu'on veut, je suis désolé de le dire, parce que c'est ça le concret pour les habitants, c'est le nombre de policiers nationaux qu'il va recruter, la répartition ville par ville, selon, encore une fois, il n'y a personne qui doit prendre plus que l'autre, selon le simple principe de l'égalité républicaine. Il a annoncé un redéploiement des effectifs. Oui, il dit des effectifs. 1500, je crois, policiers répartis sur les quartiers les plus difficiles. C'est pas suffisant? Bien sûr que non. Bien sûr que non. En Île-de-France seulement, il faudrait des milliers avec l'état d'urgence, avec le plan de Sentinelle, avec ce qui se passe dans une région comme la nôtre où il y a beaucoup d'événements populaires, de grands événements, etc. Et puis, il y a ce côté qu'on oublie de parler sur la question de la prévention. La police nationale n'est pas là que pour réprimer, elle est là aussi pour assurer une présence, pour parler avec les gens. D'où la fameuse police de proximité, et de connaître les habitants, de connaître, de faire reculer des incivilités, parce que par leur présence, eh bien, ils assurent quand même un certain vivre ensemble, apaisé, etc. On ne va pas nier qu'il y ait de l'insécurité dans certains de nos quartiers. Donc il faut qu'il y ait cette présence. C'est tout ce que demandent les habitants. Ils ne demandent pas des arrestations du matin au soir, mais ils demandent à ce que, pour nous tous, vivant en collectivité, on sache que chacun de nous doit respecter l'autre, que l'espace public est partagé par tout le monde, qu'il n'y en a pas un qui a plus de droits que l'autre. Eh bien, quand il y a cette police de proximité, ça a rassuré les habitants. Ils avaient besoin aussi d'échanger, d'avoir des informations, des difficultés qu'ils vivent dans les quartiers. Eh bien, quand il dit 1500, bon, on avait parlé d'un plan Marshall, d'un grand plan. Sachant que la France compte 1500 quartiers politiques de la ville. Et puis sachant aussi que, d'ailleurs c'est l'ancien ministre de l'Intérieur qui l'avait dit, sachant qu'il y a eu plusieurs milliers, 15 000 je crois, postes qui avaient été supprimés lors de la mandature précédente, la mandature de Sarkozy. Donc il y a déjà ce rattrapage et au-delà pour arriver toujours à ce fameux droit commun. Quand il parle des mamans, notamment de la responsabilité des mamans, il cible les mamans dans son discours, vous lui dites aidez-nous à soutenir les associations justement. Les mamans, d'abord, on est dans ce qu'on peut cibler en matière d'égalité femmes-hommes. On est vraiment dans ce sujet-là quand on parle des mamans. Il avait dit lui-même que l'égalité femmes-hommes serait une cause nationale. Nous attendons toujours les moyens pour les associations et pour les communes. Je l'invite, moi, à voir une ville comme Aubervilliers où 20%, je dis bien 20%, c'est-à-dire une famille sur 5 est une famille monoparentale, donc femme seule avec enfants. Elle doit faire face à tout. L'éducation des enfants, les questions de santé, l'avenir des enfants, les questions de logement. Quelles sont les mesures concrètes qu'il a annoncées? Y a-t-il un plan de formation? Y a-t-il un plan d'insertion, d'emploi? Y a-t-il un plan d'aide? Comment va-t-il les aider? On va leur faire la leçon pour dire voilà comment il faut être maman? Je pense qu'elles n'ont pas besoin de ça. J'ai une dernière question, Myriam Derkaoui. Vous parliez de santé justement. Hier, nous recevions la syndicaliste Cathy Fayet. Elle est militante de Sud Santé dans l'Essonne et elle vous a posé cette question. Elle vous demande comment vous faites, vous, avec vos équipes, pour assurer un service de santé de qualité dans votre commune, alors qu'on s'aperçoit que dans ces communes, dans vos communes, beaucoup de médecins partent à la retraite. C'est un vrai défi pour nous aujourd'hui. D'abord, on n'est pas beaucoup de villes à avoir un centre de santé, un centre municipal de santé. Donc on tient, déjà parce que comme elle est syndicaliste, je sais qu'elle est attachée donc, au service public.
on tient à un service public de santé. Parce que pour nous, c'est celui qui va garantir vraiment l'égalité et la solidarité. Donc on a un centre municipal de santé depuis 1965. Ce qu'on a appelé dans le temps le communisme municipal. Nous faisons en sorte qu'en termes de fonctionnement, les disciplines médicales, paramédicales continuent à fonctionner malgré la baisse des dotations. Je l'informe que chaque année, et là ça va être aussi un des éléments de débat dans le cadre de la contractualisation, chaque année la commune est obligée de voter en fin d'exercice l'équivalent d'1 million, voire 1,5 million d'euros pour combler le déficit du centre de santé. Parce que nous sommes aussi l'une des villes les plus pauvres de France. Et donc, d'une part, d'autre part, nous avons inauguré ce qu'on appelle une fabrique de santé dans un quartier populaire. Le directeur général de l'ARS est venu inaugurer avec moi et il avait dit, vous savez, des moments comme celui-ci, ils sont désormais rares, assez rarissimes pour que j'assume moi-même ma présence, puisque nous le sollicitons aussi dans le cadre des cofinancements. Parce que sans l'ARS, sans nos partenaires, sans les associations et puis surtout le corps médical, etc., nous n'arriverons pas tout seuls. Et donc, comme c'est un service public, vous savez, aujourd'hui, tout ce qui est autour de l'idéologie Macron, un service public est forcément dépensier, est forcément déficitaire. Nous, on dit, le profit, ça ne concerne pas le service public. Il peut être, par essence, déficitaire. Il ne va pas engendrer de rente ni de profit, mais nous continuerons à faire face. Et concernant les médecins qui partent à la retraite, nous recevons régulièrement ceux qui reviennent, parce que nous avons parfois, même dans nos difficultés, plus de chances que d'autres communes de la banlieue, d'abord situées dans la petite couronne, avec un métro qui arrive, avec le campus Condorcet. Eh bien, bon, on a une génération de médecins qui arrivent, mais pas toujours les disciplines qu'on souhaiterait. Je vous donne un exemple, d'ailleurs je lance un appel. Si quelqu'un connaît un médecin du travail qui cherche du travail à Aubervilliers, on n'arrive pas à recruter parce que le numerus clausus et la sélection qui est faite en amont fait qu'il y a certains corps de métiers médicaux qui ne sont pas tellement présents. Nous avons même fêté il y a quelques mois, pratiquement fêté, mais modestement, l'arrivée d'une pédiatre dans la commune, dans une commune de 80 000 habitants. Donc on essaie de les inciter à être là par plusieurs mesures d'accompagnement, de places de stationnement, etc. Et c'est pour nous, la réponse que je lui fais, un véritable enjeu. Ce n'est pas gagné, mais on continuera à se battre. Allez, en 2 mots, au lendemain du discours d'Emmanuel Macron qui était très attendu, vous êtes une maire aujourd'hui en colère, déterminée, combattante, combative? Plus déterminée que jamais. Parce que, je le dis toujours, mieux vaut que les choses soient claires. Donc là, on n'a rien à attendre de lui. Donc on va continuer à se battre. Nous, ville de plus de 80 000 habitants, on est concerné par la contractualisation. Eh bien, c'est dans le débat et dans le dialogue et la discussion et, j'ai envie de dire, le rapport de force avec monsieur le préfet que ça va se faire. Et puis, on continue les mobilisations. Il faut que les gens se mobilisent. Plus que jamais, il faut qu'ils se mobilisent. Parce qu'il est en train de dire, j'ai toute la vérité, et je vais l'appliquer comme je l'entends, parce que comme je suis le président de la République, je sais tout. Ben non, monsieur, il y a des choses, même comme président, que vous ne savez pas. Et il aurait gagné, même si, bien sûr, j'ai quelques réserves sur le plan Borloo, y compris les questions de zone franche, etc., qu'on a déjà assez utilisées, qui n'ont pas donné vraiment des résultats. Eh bien, le plan Borloo était quand même le minimum, le service minimum pour monsieur le président de la République. Merci beaucoup Myriam Dirkaoui de nous avoir reçus ici à Aubervilliers. Demain, c'est l'écrivain Éric Deluca qui sera l'invité de la Midinale. Merci. Je vous remercie aussi.